veux élargir au concept d'anthropocène. Vous avez déjà entendu parler de l'anthropocène ? L'ère de l'homme. Alors voilà, hein, si on prend la racine, c'est bien, ça mime les noms d'époques géologiques. Simplement, ça dit qu'on est rentré dans l'ère géologique des humains. En fait, vous avez une idée de qui a proposé ce truc-là ? C'est une blague ? C'est un truc militant ? C'est un truc scientifique ? C'est un peu tout en même temps, hein, mais oui, c'est quand même en partie sérieux, puisque ça a quand même été proposé par un prix Nobel. Après, ça n'a pas été proposé par un prix Nobel de géol, ça a été proposé par Paul Crutzen, qui est prix Nobel de chimie, notamment pour ses travaux sur la météo, et qui connaît très bien la climatologie. Il n'est pas d'abord climatologue, mais enfin, quand tu es prix Nobel de météo, tu comprends 2-3 choses sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Et ça a été le premier à dire, soyons honnêtes, aujourd'hui, la principale force qui modèle ce qui se passe à la surface de cette planète, c'est l'humanité. Et c'est un fait, et ce fait doit être reconnu. Le fait qu'on le reconnaisse, c'est à la fois un enjeu d'honnêteté et de capacité ensuite à bâtir des stratégies là-dessus. Il ne vous aura pas échappé que aujourd'hui on déplace des montagnes, au sens strict. On veut créer une île, on crée une île. On veut faire une piste de ski à Dubaï, on fait une piste de ski à Dubaï. Enfin, voilà. On fait des choses assez particulières. Les volumes de matière, d'énergie qu'on transporte sont absolument gigantesques. C'est ça qu'a voulu proposer Paul Crutzen. On en est où ? Ça a été accueilli comment, sa proposition de dire il faut renommer à l'époque actuelle ? C'est adopté ou pas ? C'est en cours de traitement. Il y a une société géologique, je n'ai plus son nom exact, qui a la responsabilité de définir les noms officiels des époques géologiques. Ils ont accepté de prendre la requête au sérieux. C'est en cours d'instruction. Ils ont fait un premier rapport, et puis ils n'ont pas tranché. Donc, du point de vue scientifique, c'est encore en cours de processus. Du point de vue de la communication, ça y est, c'est passé dans les mœurs. Il y a plein, y compris de scientifiques, qui utilisent l'Anthropocène pour désigner cette époque très particulière qui est la nôtre. Une des choses qui caractérise l'Anthropocène, c'est cette grande accélération, caractérisée par l'International Geobiosphere Program, qui était coordonnée notamment par ce monsieur Stephen. Pourquoi je vous articule tout ça ? C'est que si on continue à descendre et à regarder, je redescends tout de suite sur les auteurs, dans les copains de Johan, vous avez compris que, sur Rockstrom, il a fait un certain travail. Il y a un monsieur qui s'appelle Paul Crutzen. Ah tiens, oui, prix Nobel de chimie, qui a proposé le concept d'Anthropocène. Et le deuxième auteur, donc c'est Will Stephen. C'est pas Walter, c'est Will, j'avais un doute. Donc voilà, et je ne les connais pas tous, mais ça permet de voir que tous ces concepts-là sont apparentés. Hein, l'idée de formuler le fait qu'on a changé d'ère géologique, l'humanité est la principale force du monde, de dire que tout est en grande accélération, et de proposer une métrique pour ça, qui est les 9 limites planétaires, tout ça est cohérent, et on parle bien de la même chose. Non ? Oui, je vois qu'il y a... Ouais. Alors du coup, oui, sur les... voilà, donc ça c'est la version 2023. Actuellement, toutes les limites sont quantifiées, et 6 sont dépassées. Et j'ai une devinette pour vous. Elle est où la bonne nouvelle ? Là, il y a une bonne nouvelle sur ce graphique. Il n'y a pas que ça, hein, on est bien d'accord. Mais bon, je pense qu'on a largement parlé des mauvaises nouvelles, vous êtes au courant. Oui. Est-ce que c'est pas que la couche d'ozone va de mieux en mieux ? Ah oui. C'est qu'à peu près toutes, elles évoluent vers le rouge. Il y en a une qui a été rouge et qui est redevenue verte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je trouve que la couche d'ozone se rebouche. Parce qu'on a arrêté de rejeter autant de... Ouais. Tous les gaz qui détruisaient la couche d'ozone ont été interdits lors de l'accord de Montréal en 1990, où tous les pays du monde se mettent d'accord au nom de l'intérêt général de l'humanité pour contraindre le monde économique, qui n'était pas plus volontaire que ça, hein, et il y avait des enjeux financiers notables, pour dire maintenant on arrête de détruire la couche d'ozone. Alors, il y en a qui diront c'est un peu plus dur de quitter le pétrole que tous les gaz qui détruisent la couche d'ozone.
On peut en convenir assez facilement. Pour autant, l'idée que c'est impossible de mettre tous les pays du monde d'accord, c'est faux, c'est arrivé, et que le monde politique ne peut pas contraindre le monde économique, c'est faux aussi, et le fait que si on fait une loi écologique, l'économie va s'effondrer, bah, vous avez vu qu'en fait, ils ont trouvé des solutions, quoi. Maintenant, ils produisent d'autres choses. Donc, on a un antécédent tout à fait intéressant dans l'accord de Montréal. On est capable d'avoir une diplomatie internationale efficace vis-à-vis de l'ensemble du système Terre pour l'intérêt général. Donc, est-ce que ce qu'on a fait sur la couche d'ozone, on va réussir à le faire sur le climat? C'est une bonne question. Ouais, vous avez une vision floue, vous, des années 1990. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vous ont raconté ou si vous avez une petite imaginaire de ce qui se passait dans les années 90 au niveau de la cigarette. On pouvait fumer partout. Oui, notamment où? Dans les avions. Ici. Parce que tout ça avec une cigarette, hein, les années 90. Dans les avions. Dans les restos. Dans les restos, dans le train. À l'hôpital. Alors, dans les crèches, je ne sais pas. J'ai un petit doute sur la crèche. Mais à l'université, c'est sûr. À l'hôpital, c'est sûr. Dans les cours d'école au début des années 90. Ouais, ouais. On fumait absolument partout. Si tu vas voir un fumeur des années 90, et tu dis bientôt c'est fini, qu'est-ce qu'il te répond? C'est impossible. C'est impossible. Tu insistes un petit peu, tu lui racontes que si, on va faire des lois, puis il va y avoir des campagnes de prévention, et puis bientôt on va interdire la publicité, puis on va interdire les paquets sexy, puis même on va transformer les paquets en musée des horreurs. Vous êtes rentré dans un tabac récemment? Vous avez vu la gueule du truc? T'imagines si on faisait la moitié de ça sur le climat? C'est choquant, hein, ce qu'on colle aujourd'hui sur... Tu racontes ça à un fumeur des années 90, qu'est-ce qui se passe? Il te pète la gueule. On est en démocratie, mais on a le droit de fumer sa clope en buvant sa bière. Enfin, si tu commences à dire qu'on ne va pas avoir le droit de boire dans un bar, mais t'es dingue, c'est insupportable. Non seulement c'est impossible, mais c'est insupportable. Et de fait, c'est arrivé. Je le donne à ce moment-là parce que c'est un autre exemple de ce qui se passe quand la puissance publique veut un truc clair, net et précis pendant au moins 15 ans d'affilée. C'était totalement impossible. Enfin, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été accros à la cigarette et ont déjà essayé d'arrêter. Arrêter de fumer, je ne sais pas si c'est plus difficile ou plus facile que d'arrêter le pétrole, mais on n'est pas sur un truc du domaine du facile, quoi. On touche à une addiction puissante. Et donc, on a des exemples, d'un côté, mondiaux sur la diplomatie avec la couche d'ozone, et par ailleurs, sur le tabac au niveau de la santé, du fait qu'on est capable de faire des politiques de grande envergure sur des durées longues, parce que si tu avais fait tout ce qui s'est passé sur le tabac, si tu l'avais fait en un an, c'était la révolution. Mais t'allais sur 15 ans, c'est passé... Au passage, hein, le principal message, quand même, si on revient au fait qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a quand même beaucoup de rouge. Et c'était quoi la définition déjà des limites planétaires? Si on les franchit, on est mal. C'est un bon résumé, Et alors, c'est un des trucs qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord qu'il y a des limites, mais c'est pas hyper facile de dire ce qu'il y a au-delà. Et comme tu le disais, en fait, c'est pas une limite seuil, c'est une tranche de risque qui peut nous amener dans des bascules non linéaires. Crossing boundaries increase the risk of generating large-scale, abrupt, irreversible. Vous m'excuserez hein, pour l'anglais. Environmental changes. Tant Stephen que Brockstrom sont des spécialistes des bascules, des tipping points et des changements non linéaires. Vous voyez ce que j'entends par là? C'est imprévisible. Alors, c'est pas imprévisible. C'est le truc où il n'y a pas de proportionnalité entre l'input et l'output. On a tendance à se dire, j'émets un peu plus de CO2, ça va juste être, si j'émets 20% de plus de CO2, ça va être 20% pire. Ça s'appelle une réponse linéaire. Mais il y a plein de systèmes qui ne sont pas linéaires. Un exemple clé d'un système non linéaire, c'est un interrupteur. J'appuie pas fort, il ne se passe rien. J'appuie 20% plus fort, la réponse est exactement la même. J'appuie 20% plus fort, il ne se passe rien. Et il y a un moment, il y a un seuil, et ça bascule. Et la différence entre avant et après le seuil est infinitésimale. Ça, c'est un système non linéaire. Donc l'état d'après est totalement différent de l'état d'avant, et la bascule était impossible à prévoir juste par ton expérience du vécu avant le seuil. C'est ça les systèmes non linéaires. Et donc,
Ces gens-là travaillent énormément là-dessus. Du coup, c'est assez inquiétant parce qu'on parle bien de catastrophes et de difficultés à prévoir. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'on sait où sont les risques. C'est une cartographie de l'espace sûr. Si on était tout en vert, on pourrait dire il y a peut-être plein de problèmes dans l'humanité, mais la planète est habitable. Là-dessus, on est bien. Bon, on n'est pas dans l'espace vert. L'autre truc qui nous rappelle, c'est qu'il n'y a pas 9 limites planétaires distinctes. Toutes ces limites interagissent entre elles. On en a parlé, hein. Notamment le climat, on sait qu'il est central, il a une influence sur la biodive. La biodive a une influence sur le climat. Hein. Si l'Amazonie meurt, bon, voilà. Et évidemment que la disponibilité en eau est liée au climat et est liée aux forêts. On en a parlé, hein, de l'arbre, puisque on a vu que l'arbre, c'était lui qui faisait rentrer l'eau dans le sol et aussi lui qui remettait l'eau dans l'atmosphère. Quand c'est un arbre, c'est assez négligeable, mais quand c'est des forêts, on sait que ce sont les forêts qui font la pluie et qui font une bonne partie du climat. On en reparlera. Ah oui, et voilà. Et donc, une des co-auteurs nous dit, hein, on est sur une planète vivante, donc ne nous demandez pas de prévoir ce qu'il y a au-delà de la limite. Ça n'a pas de sens. On sait que quand on dépasse la limite, on est hors d'un espace sûr. Maintenant, ils ont un seuil bas et un seuil haut. Le seuil bas, c'est le moment où on rentre dans une zone de risque. Le seuil haut, c'est le moment où on considère que le risque est vraiment très élevé. Par définition, ce qui se passe au-delà du point de bascule n'est pas calculable. Et puis, pour vous donner une idée, vous connaissez le système à 3 corps, hein, les systèmes chaotiques. Voilà. Si, avec juste 3 corps en interaction gravitationnelle, il est impossible de prévoir le futur du système, comment tu veux demander à des scientifiques de te calculer le futur de l'évolution du système Terre avec plein de systèmes non linéaires en interconnexion globale? C'est pas parce qu'on sait rien, c'est parce qu'il est normal qu'il n'y ait pas de prévision possible. On est clair sur ce point-là? C'est pas de l'ignorance, hein, parfois le fait de dire qu'on ne peut pas prévoir, c'est beaucoup plus de connaissances que de prétendre foncer. Un des trucs intéressants, donc ça c'est la version périmée, c'est le travail de Kate Raworth. C'est une économiste, j'ai peur de dire une bêtise, Raworth, je crois bien qu'elle est économiste, qui a dit, ils ont quand même fait un super travail, les collègues, c'est sûr que si la planète n'est pas habitable, ça ne va pas trop le faire. Mais il y a des humains sur cette planète. Il y en a plein qui vivent dans des conditions insupportables. Et ce serait bizarre de mettre une énergie colossale à respecter les limites planétaires, à garder un espace sûr pour l'humanité, sans s'occuper de l'humanité. Et donc elle a défini le concept du donut, qui dit il y a un maximum, il y a un plafond environnemental qu'il ne faut pas dépasser, sans quoi on crame la planète. Permettez des formules raccourcies. Mais il y a aussi un plancher social en dessous duquel on n'est pas capable d'offrir une qualité de vie qui permet une vie humaine digne. Et tout l'enjeu, c'est d'inventer un monde qui soit entre le plancher social et le plafond environnemental. Si on est un tout petit peu simpliste, tous les pays riches sont au-dessus du plafond environnemental et les pays très pauvres sont en dessous du plancher social. Il n'y a pas grand monde dans l'espace, qui est pourtant le truc le plus intéressant. Et donc tout l'enjeu, c'est d'inventer un monde qui n'existe pas. On est capable de fournir le minimum vital et une vie digne à tout le monde, sans détruire la planète sur laquelle on habite, parce qu'il se trouve qu'il paraît qu'on n'en a qu'une seule. S'il y en a qui doutent, je vous invite à aller voir un petit peu le programme des menus sur Mars, pour ceux qui veulent habiter sur Mars pour les prochaines décennies, ça fait pas rêver. Donc bon, ça tu l'as dit, hein, c'est publié dès 2009, tu as fait tout le résumé. Un des trucs qui est très notable, et je ne sais pas si c'est clair pour vous, c'est que justement, c'est qu'ils ont proposé une quantification. Ils ont dit, voilà où est la limite. Le fait qu'il y ait un problème avec le changement climatique, on l'a dit, tout le monde le sait. Le fait qu'à partir du moment où on dépasse 350 parties par million de CO2 dans l'atmosphère, on est dans une zone de risque, ben, eux, ils l'ont affirmé, et ils l'ont proposé comme un repère. Et en fait, c'est assez marrant, hein, quand on lit la publication de 2009, ils disent clairement, hein, qu'il y a des limites qui sont... ils ne disent pas que c'est au pif, ils ont des arguments, mais ils disent clairement qu'il y a des limites qu'ils ont posées pour nourrir le débat. Parce que de fait, c'est normal que les seuils soient discutables. Un des trucs qui est étonnant, c'est que les seuils ont été peu remis en question, justement. Je connais peu d'attaques frontales
globalement contre ce travail, et en fait peu de remise en question des premiers seuils, même si je vous montrerai qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Il y a énormément de gens qui ont travaillé sur la base de 2009, mais on est resté assez proche de l'esprit initial. Bon, ça je passe, c'est plus à jour. Et donc ça, c'est un truc de 2023. C'est une synthèse du CGDD. Alors c'est le problème, c'est quand il y a plein de gens qui travaillent, ça devient de plus en plus compliqué. La publication de 2009, elle était déjà compliquée, mais bon, on restait dans un volume. Depuis, il y a plein d'équipes qui ont apporté leur contribution. Vous voyez qu'on est toujours sur le seuil de 350 ppm niveau climat, mais maintenant c'est la frontière basse, et ils ont fixé une frontière haute à 450 ppm. On est à combien là ? On a combien de parties par million en CO2 ? Alors dans cette pièce, on va peut-être au bout d'un moment arriver à 600 ppm. C'est le moment où on se sent vraiment pas bien, 600 ppm dans une pièce. Il faut vraiment ouvrir les fenêtres. Clairement, ça nuit à la santé humaine au-delà de 600 ppm. 280 ? Alors 280, c'est les niveaux pré-industriels. Donc j'en profite pour corriger une approximation que j'ai donnée hier quand j'ai dit que l'atmosphère a profondément changé. Je vous avais évoqué une atmosphère autour de 250 ppm. Au XVIIIe siècle, on est à 280 ppm. Et aujourd'hui, on approche des 420, donc pas entre 415 et 420. Donc vous voyez qu'on se rapproche de la limite haute. Et donc ils ont proposé ce travail de quantification pour toutes les limites. Et donc on a une limite objective. C'est un boulot qui est gigantesque. Et évidemment, les limites, elles ne sont pas tirées au hasard. À chaque fois, elles sont appuyées sur un certain nombre d'études qui disent pourquoi on met telle limite. Et comme on le disait, ce travail fait référence, c'est un des travaux les plus cités au monde. Et enfin, ça, c'est un des rapports du Commissariat général au développement durable qui est consacré uniquement aux limites planétaires en France. Donc, ça organise énormément de choses. Pour autant, on se souvient que le phosphore et l'azote, c'est une des limites planétaires qui est très largement dépassée. Donc, vous comprenez pourquoi on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça paraît complètement anecdotique vu de loin. On se dit que c'est un truc d'agriculteur. Ben non, c'est un truc d'humain. Si tu veux vivre sur Terre, il va falloir s'intéresser au phosphore et à l'azote. Parce que, avant l'ère industrielle, les flux de phosphore et d'azote à la sortie des fleuves, c'est 0 mégatonnes par an. Et les seuils, les seuils, ils sont là. Et on est sur les valeurs actuelles. Donc on est très au-delà des seuils. Après, là, ils nous ont mis un seuil haut qui est potentiellement assez haut. Je ne vais pas vous faire toutes les quantifications, parce que potentiellement ce serait long, mais je voulais que vous compreniez le principe. N'hésitez pas à regarder. Donc, tout ça, c'est une des annexes qui vient de statistiques développement durable.gouv.fr. On est sorti juste de la sphère de la recherche, on est passé dans la sphère de la gestion. C'est un site gouvernemental qui nous publie tout ça aujourd'hui. Bon, ça, on va vite. Donc voilà, ça c'est le petit... Si vous allez sur le Stockholm Resilience Center, vous retrouverez l'historique, 2009, 2015, 2023. Et en fait, il y a eu plusieurs publications intermédiaires. Pas de remise en cause fondamentale, mais on quantifie les entités qui ne l'étaient pas quantifiées, notamment l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère. Et justement, je voudrais prendre cet exemple-là, puisque c'est une des limites qui a été récemment quantifiée, et on a dit que ça dépassait très largement. C'est quoi les nouvelles entités introduites dans la biosphère ? Les pathogènes ? Alors on parle bien d'entités qui sont introduites par les humains. Alors il y a des débats sur ce qui sort des labos de guerre bactériologiques, mais je ne crois pas que ça fasse partie de leur listing, du pathogène anthropogénique. Qu'est-ce qu'on aimait oui. Je veux dire les engrais, mais du coup... Ah oui, c'est complètement dedans. Il n'y a pas que ça. C'est quoi les entités qui n'existaient pas dans l'environnement et qu'on produit ? Le plastique ? Par exemple, vous êtes au courant qu'il y a un truc qui s'appelle l'industrie chimie ? Ils produisent combien de composants ? Des centaines de milliers de composés de synthèse sont produits et relâchés dans l'environnement. Aujourd'hui, on en est là. Et la définition des nouvelles entités inclut donc les produits chimiques, on parle de centaines de milliers de substances, les microplastiques, les perturbateurs endocriniens, les polluants, les matériaux radioactifs, y compris les armes nucléaires, elles n'existaient pas avant qu'on les fabrique, et les OGM. Donc en fait, quand tu parlais de biologie, effectivement, ça fait partie de ces choses-là. Donc ça, c'est
eu la proposition de la dernière équipe qui s'est penchée là-dessus, c'est celle qui a quantifié toutes les limites planétaires pour définir c'est quoi les nouvelles entités. Et est-ce que vous avez eu la curiosité de lire ce qui est marqué en dessous et que vous avez vu quel est le seuil qu'ils ont retenu? Parce que face à une telle complexité, comment tu fais un seuil rationnel? Donc ils se basent sur une publication scientifique qui a travaillé sur tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un truc qui est incroyablement compliqué. Et en fait, quand tu regardes dans le détail, il y a des trucs simples. La limite planétaire est donc établie à un taux de libération dans l'écosystème terrestre de 0% de matériaux de synthèse non testés. Voilà. Ils ont dit un truc très simple, ils disent, on est en train de définir c'est quoi un espace sûr, comment vous voulez qu'on soit sûr si on libère des composants qu'on n'a pas testés? Donc le seuil, il est très simple. Il faudrait faire une étude d'impact avant de relarguer n'importe quel matériau de synthèse dans l'environnement. Donc, vous voyez que là, peut y avoir une surprise. C'est-à-dire que le message est incroyablement simple. C'est juste de dire, c'est complètement dingue d'espérer que ça va bien se passer si on balance des centaines de milliers de molécules dont on n'a pas la moindre idée de leurs effets dans l'environnement. Il y a zéro chance que ça se passe bien. Donc, c'est une approche scientifique, mais c'est aussi un appel à prendre un pas de recul. C'est-à-dire que ce n'est pas un ajustement des pratiques. Ce qu'ils nous disent juste, c'est qu'on est totalement hors cadre. Et donc, à un moment, moi je tire un petit warning, c'est que tout le monde parle des 9 limites planétaires, et à peu près personne ne sait ce qu'il y a dedans. Et vous voyez que, juste simplement, tu cliques sur 3 liens et tu vas revoir la publication source, et tu trouves des idées extrêmement simples. Et donc, quand tu dis, bon, la limite a été dépassée, c'est cool, mais c'est bien de savoir ce que ça veut dire. La proposition qui est derrière, c'est de dire, si on libère un composant dans l'environnement, il faut qu'on ait fait une étude d'impact. Au passage, ce n'est pas des idéologues, ils ont documenté, et j'ai viré une bonne partie du texte, parce que, évidemment, c'est un article, ça fait des pages, mais ils documentent le fait qu'on a eu des grosses surprises avec un certain nombre de molécules. Il y a des trucs qu'on avait dit, oh, ça ne doit pas poser de problème. Quand tu vois ce qui s'est passé derrière, tu dis, ah oui, peut-être qu'il faudrait vérifier avant de dire ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà le type de discussion qui peut se passer autour des 9 limites planétaires. Ma proposition, mais on en discutera vendredi, c'est de se dire, il n'y a pas grand monde qui est capable de penser à 10 problèmes en même temps. On a dit qu'on avait nos 9 limites planétaires, qui sont en fait plus que 9 limites planétaires, puisque penser à la rivière ou au stockage d'eau dans les sols, en fait, c'est quand même pas le même enjeu, même si les deux s'appellent la limite d'eau, donc on est à plus de 10 problèmes, plus la justice sociale et le bien-être humain. Qui a une méthode pour réfléchir à autant de problèmes en même temps? À ma connaissance, peu de gens. À ma connaissance, il n'y a que la permaculture qui a proposé un cadre conceptuel. Je ne dis pas qu'il n'y a que, de manière générale, il y a sans doute d'autres gens qui font des trucs très très bien, mais moi c'est le seul cadre conceptuel que je connais qui permet de traiter cette complexité-là. Et clairement, c'est la valeur et l'intérêt de la permaculture, c'est de nous amener, je vous dis, ça on rentrera dedans, ne fouillez pas ça maintenant, les principes de conception et qu'est-ce que c'est qu'une méthode de conception systémique en permaculture. On le verra vendredi. Pourquoi ça fait sens? Parce que ça permet de répondre à un problème qui est, sinon, je crois, sans réponse. Comment on réfléchit à tout ça en même temps? Et donc c'est là que vous commencez à comprendre d'où vient la cohérence de cette semaine et pourquoi on retombe sur les mêmes choses avec la Convention des entreprises pour le climat. Quand tu vois que c'est tout ça qu'il faut traiter, il va falloir changer de méthode. Juste pour faire une intro simple et facile, l'éthique de la permaculture, c'est très simple. Prendre soin de la terre, prendre soin des humains, partager équitablement. Je vous le donnerai en anglais parce que ça claque plus en anglais. Earth care, people care, fair share. Ils sont meilleurs en slogan que nous. Vous vous souvenez, je vous avais donné du travail hier. Ouais. Alors vous avez fait le calcul ou pas? Ah là là. Alors là, je suis blessé. Je m'effondre intérieurement. En vrai, je vais vous donner vite fait la réponse, mais on s'en moque de la réponse et vous vous en doutez. Si je vous ai donné ça, c'était pour qu'on discute de c'est quoi le rôle de l'ingénieur dans tout ça. Quand il faut pouvoir répondre à l'échelle sociétale, est-ce que c'est une bonne idée de diviser par 2 la surface agricole et de planter des arbres dessus? Et ensuite discuter avec la société, avec l'économie,
Qui peut mener ce type d'analyse? Les experts qui ont été à la Convention pour le climat. Donc après. Ouais, alors il y a plein d'experts. Le problème, c'est qu'ils ont justement une tendance à la spécialisation. Et il n'y en a pas beaucoup qui se sentent la responsabilité de proposer une réponse globale. De fait, ce n'est pas la règle du jeu de la recherche. La recherche n'est pas censée se mêler ni de politique ni d'économie. Or, si on veut répondre à la question « est-ce qu'il faut diviser par 2 la surface agricole française ?», va bien falloir causer d'économie et de politique. On est d'accord là-dessus. Et donc, CQFD, des gens qui travaillent en même temps sur la science, sur l'économie et sur l'organisationnel, on retombe sur ces fameux ingénieurs généralistes. C'est notamment pour ça qu'on fait ce cours. C'est pas pour vous dire que c'est une mission à vous en tant que telle, mais c'est de se dire que si on regarde, c'est quoi la mission des ingés depuis quelques décennies ou quelques siècles, ça dépend si tu prends le début de l'école. À la base, l'école des mines, elle a été créée pourquoi? Trouver les ressources. Voilà, pour extraire des ressources, pour que les mines s'effondrent un peu moins, produisent un peu plus et fassent un peu de bénéfice, et pour qu'on creuse au bon endroit, quoi. Donc c'est pour articuler le savoir, la technologie, l'économie et la gestion. On n'a pas tellement changé. Les ingénieurs, ils font toujours ça. Ils articulent le savoir fondamental avec l'économie et avec la société. Ça correspond à l'ensemble des cours que vous avez depuis que vous êtes à l'école, à peu près, non? Bon, après, je vous avoue que si je regarde la plupart de mes collègues de promo, je peux dire que si, du jour au lendemain, ils arrêtaient de bosser, le monde se porterait mieux. C'est un peu triste, mais c'est quand même ça le constat que je suis obligé de dresser. Vous me permettrez de ne pas donner de nom. Hein. J'ai envie de garder des potes quand même. On a un rôle qui est une position qui est hyper intéressante, parce que la science est tellement compliquée qu'aujourd'hui, faire l'articulation entre la science, l'économie et la société, c'est potentiellement une position incroyablement stratégique et intéressante. Et pourtant, la plupart des ingénieurs contribuent très activement à détruire le monde. L'idée que je veux vous soumettre, c'est si on veut prendre tout ça au sérieux et qu'on veut trouver des solutions, bah déjà, on a besoin des ingénieurs, parce qu'il faut articuler ces différents domaines, et peut-être même que les ingénieurs iraient un peu mieux s'ils pouvaient trouver une fierté dans leur métier, qui est de dire, en plus de gagner beaucoup d'argent, je suis utile à la société. Parce que voilà, j'ai un certain nombre de collègues avec qui je n'ose pas demander, au fait, ok, tu gagnes 400 000 boules par an, mais à quoi ça sert, ce que tu fais? Voilà, discussion complexe. Je vous la livre, vous en ferez ce que vous voulez, mais petite illustration, cas d'école. Est-ce que les véganes ont raison? Est-ce qu'on peut se lâcher dans l'agriculture? Et est-ce que ça peut sauver le monde? Vous avez vu les ordres de grandeur qui sont là? Toc. Hop, 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 hop. Donc, tout était sur le graphe. Hein. Donc, on va faire simple, on va juste comparer une terre agricole à 51 tonnes de CO2 par hectare et une forêt à 81. Tu vois qu'avec une prairie, ça ne changerait pas grand-chose. Même si, voilà, y a un petit écart. Et à côté, tu as les surfaces. Donc, 18 millions d'hectares de terre labourée et 16 millions d'hectares de forêt. Et on a les stocks. Si on fait les additions, les multiplications, enfin, ça, vous en avez pas mal parlé avec le collègue Jean Covici, hein, on est super fort en maths, ça permet de faire des règles de 3. Globalement, l'essentiel de la politique se fait là-dessus. Mais enchaîner proprement 3 règles de 3, je suis désolé, malheureusement, visiblement, il faut avoir Félix ou les mines pour que ça marche. La moitié des terres cultivées, c'est 9 millions d'hectares. On vient de le dire. Si on les passe de 51 à 80 tonnes de carbone, globalement, on doit gagner une trentaine de tonnes par hectare. Jusque-là, il n'y a pas de scoop. 9 fois 30, il y en a qui poussent que ça voudrait dire que si on se dit que ça nous met un siècle à faire grandir une forêt, à établir une forêt, en un siècle, on peut stocker 270 mégatonnes de carbone. Donc si tu redivises par 100 ans, ça fait 2,7 mégatonnes de carbone par an. Tu veux dire c'est pétzouille? Ah oui, oui, mais attention. En CO2, il faut faire 366. Alors, tu vois, je m'embête pas trop là. Et au fait, là, on est en train de faire le calcul sur ce qu'il y a dans le sol, mais il y a des arbres. Alors, selon l'âge de l'arbre, c'est pas la même chose. On fait simple, c'est de l'ordre de 2 fois plus. Donc, l'ordre de grandeur, c'est si on faisait
une action aussi forte que celle de consacrer à la forêt la moitié des surfaces agricoles françaises, on peut stocker de l'ordre de 20 millions de tonnes de CO2 par an en France, sous une hypothèse extrêmement forte qui est... Convertir ça à 20%. Alors ça c'est la première hypothèse, mais il y a une autre hypothèse qui est extrêmement forte. Dites-moi qu'on n'a pas bossé pour rien hier. Qu'elles sont en bon état, la forêt. Il faut encore que la forêt soit vivante en 2123. Hein, si elle est morte en 2122, l'opération est nulle et non avenue. Donc il faut qu'on puisse garantir, alors on ne peut pas, mais bon, si on se disait que c'est un risque qui vaut le coup, 20 mégatonnes de CO2, c'est significatif ou pas? Ça permet de descendre d'un tiers l'objectif des Français. L'objectif 2050 actuel, c'est... Là, on est à 10 et il faut qu'ils viennent à 2. Alors, 2 rappelons-nous... tonnes par an, c'est ça? Oula, ouais, bon, même les ingénieurs généralistes à 17h-6 après 3 jours... C'est ça, quoi? L'objectif, c'est moins de 2 tonnes par an par personne. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais si on repart, là on est à l'échelle française du coup. Ouais. Et donc tu me dis quoi, les 20 mégatonnes de CO2? Non, bah, comme il y a... Ça fait un tiers des Français, ça. Ça fait l'empreinte carbone. Okay. Alors, attention, hein, et le 2 c'est un seuil. Juste reprenons la SNBC. La SNBC, on a dit que les émissions actuelles, c'est combien? Plus de 500 mégatonnes. Faisons simple. Des trucs... Aujourd'hui, les émissions territoriales, c'est plus de 500 millions de tonnes par an. Et la cible, pour pouvoir être neutre en carbone de la SNBC, c'est fait combien? 80. Donc aujourd'hui, le plan, c'est d'être neutre en carbone en 2050, en émettant en 2050 80 millions de tonnes de CO2 par an, et donc en stockant 80 millions de tonnes de CO2 par an. Donc si on est juste factuel, consacrer la moitié des surfaces agricoles de la France à de la forêt, ça permet de faire un quart des absorptions qui sont aujourd'hui dans le plan français. Donc, c'est pas du tout négligeable et c'est pas du tout suffisant. Ouais. Avant de transformer des surfaces cultivées en forêt, combien nos forêts stockent de carbone par an? Excusez-moi, redis ça. Là, on parle de faire 20 millions de tonnes de stockage en plus par an. Ouais. Combien font nos forêts qui sont déjà des forêts? Trop bien. La conclusion, c'est la mesure. Ça, c'est le puits carbone français, et en fait, c'est essentiellement la forêt. On a fait la SNBC, on a dit « Oh, c'est chouette, ça monte », et donc les puits carbone étaient à 30-40 mégatonnes, et on a dit « Bon, ils vont passer à 80 ». Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Effondrement. On est loin en dessous de 20. Les puits carbone français sont en plein effondrement. Notamment la forêt. Et si vous aviez lu le rapport du Haut Conseil pour le climat que je vous ai partagé hier, et que vous tapez le CTRL F puis carbone, il y a 3 raisons à ça. Les forêts françaises poussent beaucoup moins, les forêts françaises ont une mortalité accrue, et les forêts françaises sont beaucoup plus exploitées. Donc aujourd'hui, le plan, c'était de dire, on a des puits carbone qui vont doubler ou tripler. La réalité, c'est qu'ils ont été divisés par 2 ou 3. Voilà. Donc vous avez tous les éléments. Je veux dire, on n'est pas là pour faire une décision, c'est pas nous qui faisons la politique nationale, c'était juste pour illustrer que si on veut des gens qui manipulent tout ça, et qui peuvent ensuite discuter de c'est quoi les enjeux pour la prochaine PAC, et comment on réfléchit à tout ça, ben vous voyez que c'est à la fois compliqué et simple, quoi. C'est 3 règles de 3, et en même temps, on a besoin de gens comme vous, juste pour les faire, parce que il n'y a pas grand monde qui ne serait pas paumé par le calcul qu'on a fait dans les 5 dernières minutes. Alors après, évidemment, il y a les ingénieurs agronomes qui connaissent ça mieux que nous, on a énormément besoin d'eux, c'est eux qui ont fait toutes les sources. Pour autant, ils n'ont pas forcément la même culture de faire l'aller-retour avec l'économie au sens général et la socio. C'est vraiment une caractéristique que vous avez. D'où la thèse que je vous soumettais.